Salut à tous, salut Matt. Salut Fred. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler des As d'or. Alors vous êtes maintenant habitués, ça fait 3 ans qu'on fait cette petite vidéo dans laquelle on va faire nos pronostics des As d'or, on va les découvrir ensemble, on va réagir pour vous parler de quels sont les meilleurs jeux qui sont sortis en 2021 et donc qui sont lauréats pour les As d'or 2022. Effectivement, donc c'est tous les jeux qui sont sortis en 2021 et en boutique, et on a 4 catégories. Donc la catégorie enfant, la catégorie tout public, la catégorie initié qui représente la marche au-dessus de tout public, mais pas les jeux experts, et donc la 4e catégorie qui sont les jeux experts justement. Donc ça c'est une des grandes nouveautés de ce prix. Il y a maintenant une catégorie pour les amateurs. C'est ça, et désormais il y aura 3 jeux par catégorie, donc 4. Donc on reste sur le même nombre de jeux qui sont sélectionnés, pas lauréats. 12 jeux, c'est ça. On aura 4 lauréats cette année, pour 12 jeux de sélectionnés. Et donc, on va remercier le FIGE, donc le Festival International des Jeux de Cannes, qui nous accorde sa confiance, parce qu'on enregistre cette vidéo la veille de l'annonce. C'est ça. Et donc, on a... Sous contrôle de jurés. Sous contrôle des jurés, donc on a une jurée derrière la caméra, Nathalie Zakarian, qui est vice-présidente du réseau des cafés ludiques, qui est également salariée du bar associatif Moi je m'en fous, je triche, qui est à Lyon, et qui est le plus vieux bar à jeux de Lyon. Du monde. Du monde. Donc voilà, comme la dernière fois, on va vous présenter un petit peu quel est notre pronostic pour chacune des catégories. On va dire, tiens, qu'est-ce qu'on a repéré, qu'est-ce qu'on pense qu'il faut être sélectionné. On va en discuter. Puis, au compte-gouttes, on va voir quels sont les 3 à sélectionner de chacune des catégories. On pourra réagir, en débattre et quoi que ce soit, parler de ce qui manque pas. Est-ce qu'on est content de cette sélection ou pas? Et à chaque fois, on va réagir avec vous ensemble, en direct, quasi direct, différé. T'as oublié un truc très important. C'est vrai? On n'est pas en coopératif, on va compter les points. Ouais, comme l'année dernière, on essaie de voir qui a fait la meilleure sélection. C'est toujours un petit duel. L'année dernière, on a fait 8 sur 12 tous les deux. On était contents de notre sélection. Cette année, je suis encore plus content, mais ça va être dur d'arriver à 8, 9, 10 sur les 12. Mais on va voir quel est le meilleur pronostiqueur. Allez, c'est parti, on commence avec la catégorie enfant. Et on démarre tout de suite avec la catégorie donc enfant. Donc pour rappel, une catégorie enfant, c'est les jeux qui sont jouables à peu près de 3 à 7 ans, plus ou moins en autonomie entre enfants, et puis finalement qui sont les jeux qu'on offre à des enfants et non pas à des adultes. C'est comme ça qu'elle est catégorisée par le jury. Effectivement, alors même le jury nous a dit que il y avait eu 1h20 de délibération sur cette catégorie, ce qui est intéressant. C'est à la fois peu et beaucoup. Et donc, autre chose, alors on va direct passer un petit peu du côté pronostic. Ouais. Il y a une question de réédition et d'autres éditions. C'est ça. Déclinaison. Normalement, on peut pas primer un jeu qui a déjà été édité, c'est que de la primo-édition. Mais est-ce que Unlock Kids ou Chronicle Kids, c'est des rééditions ou pas? Moi, j'ai envie de dire, c'est comme King Domino et Dragomino, qui sont des dérivés du même jeu. Est-ce que le nouveau jeu est assez différent pour qu'on considère que c'est un nouveau jeu? À ce moment-là, il passe. C'est ce qui a été le cas l'année dernière. Là, c'est différent pour Unlock. Pour moi, Unlock Kids, justement, c'est un jeu vraiment différent parce qu'il n'y a pas d'appli, donc du coup, tu changes de scope. Chronicle Kids, c'est plus compliqué. Est-ce que je sous-entends que tu as ces Chronicle Kids, Unlock Kids dans ton pronostic? Alors, Chronicle Kids, alors j'ai vraiment fait juste la première aventure de Chronicle Kids, donc je peux pas statuer sur le truc entier. Et Unlock Kids, j'ai pas encore joué, mais tout le monde m'a dit que c'était hyper solide, que ça marchait hyper bien, et il y a pas d'appli. Du coup, peut-être que ça, je viens de remonter. Et je viens d'en descendre un autre. J'aurais pas dû t'introduire comme ça t'a permis d'affiner ton pronostic. Allez, vas-y, donne-moi tes 3. Alors, mes pronostics sont Bubble Stories, Attrape Monstre et Unlock. Ok. Unlock Kids. Très bien. Moi, j'en ai en commun. C'est-à-dire que j'ai aussi mis Bubble Stories. J'ai aussi mis Attrape Monstre. Et j'ai mis à côté Moonlight Heroes. Normalement, c'est une catégorie que j'apprécie pas mal parce que bon, déjà, j'ai un enfant qui est dans cet âge-là, on commence à jouer un petit peu à ces jeux-là. Ça nous permet de voir est-ce que ça correspond à cet âge-là. Mon grand a 5 ans, donc du coup, on peut voir les jeux de 6 ans, est-ce que ça marche ou pas. Est-ce que les jeux de 4 ans sont bien et les 5 ans sont bien. Et là, moi, je suis plutôt content de ma sélection parce que je trouve que ce sont des jeux qui sont vraiment sympas. C'est pas mal, ouais. Franchement. Du coup, toi, t'avais à côté... Ah bah j'en avais un dernier, je pense qui sort du chapeau, que j'ai joué il y a pas longtemps, qui s'appelle Marie Magique, qui est un jeu avec des aimants,
qui est très très ludique. Et je pense qu'il est drôle pour les adultes et les enfants. Moi, j'ai Unlock Kids qui était dans la shortlist, mais je suis pas allé à le sélectionner parce que il est pour un public un peu plus âgé que mon petit. Donc du coup, on n'a pas pu essayer, j'ai pas pu me faire une idée vraiment de ce que c'était. Donc, je l'ai pas mis. On verra si ça me fait du tort ou pas. Mais pour l'instant, je suis resté avec cette sélection. Bon. On attaque? On attaque. Alors, est-ce que notre jury a un petit indice pour dire si on est sur la bonne voie ou pas? Attention, petit indice. Devant chez vous. L'indice est tous à partir de 4 ans. Ah, et Bubble Stories, c'est peut-être un 3+. Je crois que tu peux en dégager. Non, Bubble Stories. Alors, je crois que, déjà, Unlock Kids, ça fonctionne pas du tout. C'est pas du tout à partir de 4 ans. Ah non, ah oui. C'est pas du tout à partir de 4 ans. Ah, bah, du coup, Marie Magique est peut-être... Marie Magique, il peut rentrer dedans. Bubble Stories, il est 4 ans. Il est peut-être même 3. Je crois que c'est 3 ou 4. C'est peut-être 4. Attrape Monstre. Non, c'est 5. Je crois que c'est 4. Ah là 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 là. Je crois qu'il est 4. Ouais, je le vois tellement gagner, Attrape Monstre. Ok. Allez, on attaque. On va recevoir chacun des 3 jeux petit à petit et on va vous dire ce que c'est. C'est moi qui commence? Eh ben, écoute, vas-y. C'est toi qui commence. Donc, elle va nous envoyer un carton dans lequel on va trouver soit les boîtes, soit quand on n'a pas les boîtes sous le coude, soit un petit papier dans lequel les jeux sont marqués. Je crois que ça n'arrivera qu'une fois. Et on va les dévoiler ensemble. Le premier jeu sélectionné pour l'Asdor sélection 2022 enfant est... qu'on connaît pas du tout. C'est génial. Il s'agit de Pimpon. Ah ouais, en plus j'ai joué aussi. C'est pas vrai. Ouais. Alors c'est un jeu de Djeco que je ne connais pas du tout. Et ben en fait, il faut simplement amener le camion de pompier au bon endroit et donc traverser le trafic. Et c'est vraiment plutôt ludique, plutôt sympa. Ouais. J'y ai pas pensé parce que je me suis dit ok, ça marche, ouais. Mais j'ai pas eu le. L'édition a l'air chouette avec un petit camion de pompier qui est dedans, le petit dé et tout. Globalement, Djeco il se plante pas trop sur l'édition. Ouais, les Djeco font des belles éditions. C'est assez chouette, j'ai bien aimé. À partir de 3 ans, en effet, ça me donne envie de jouer avec mon deuxième de 3 ans avec le petit camion de pompier. On a l'auteur qui est marqué de Julie Brégeot et dessiné par Lindsay Hunter. Ok. Bon, alors moi, clairement, les jeux de Djeco, je les vois pas passer, je les ai pas vus, donc je suis content d'avoir un jeu qui est sympa et qui est passé sur mon radar parce que ça me donne envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Eh ben 0. Bon bah 0-0. Allez, il est perdu celui-ci. On passe au prochain. À ton tour. Toi aussi t'as une boîte ou t'as du papier? Alors. Attendez, qu'est-ce que ça va être? Oh, un point pour nous. Attrape monstre. De quoi ça parle? Tu peux le pitcher, je peux le pitcher. Vas-y, pitch-le. C'est un tower defense pour enfants. C'est tout. Voilà, le pitch est terminé. C'est super efficace, super malin. C'est juste des petits gobelins, des trolls, des gobelins, je sais pas comment ils appellent, qui vont arriver devant un château. On est des magiciens, on va leur botter les fesses pour qu'ils retournent dans leur forêt. Quand ils sont tous éliminés, on a gagné. Quand ils nous cassent la barricade, puis notre château, on a perdu. C'est tout simple et c'est avec un système de petits autocollants de couleurs, enfin pas d'autocollants, mais d'éléments de couleurs qui nous permettent de savoir sur quelle case on peut attaquer quel gobelin. Et ils avancent petit à petit avec des petits pouvoirs, des trucs plus ou moins évolutifs. Et ça marche à partir de 4 ans, et ça marche vraiment bien à partir de 4 ans. Et il s'agit d'un jeu de Justin DeWitt et illustré par Cam Kendall. Ouais, chez Spaceco. Chez Spaceco. Moi, ça a été un coup de cœur instantané quand j'ai vu ce truc arriver. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est? Ah, un tower defense pour enfants, pourquoi pas? J'ai vu les mécaniques, j'ai dit, oh, c'est super efficace, c'est super malin. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Ouais. Mais j'ai trouvé ça super efficace et je suis très content et même pas surpris de le voir là. Donc on l'avait pronostiqué tous les deux. Un partout. On est pas mal et je suis content de le voir là. Eh ben vas-y, attrape le carton. Ouais, il y a pas de boîte. Ah bah ça c'est notre papier. Le jury ne l'avait pas en stock. Donc on a un petit papier secret. Et on va voir ce que c'est. Le troisième jeu enfant Asdor 2022 est Bubble Stories. Double sélection, bravo Mathieu. 4 ans du coup. Oui, il est 4 ans. Ça, je Égalité. Alors, c'est là où toi, tu devais faire tous tes points et moi, je devais tout rater. Ouais, mais il y avait un Djeco, c'était pas pronosticable. Clairement, Bubble Stories. De quoi ça parle? Eh ben, ça dépend de l'histoire, en fait. En fait, mais le concept, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, mais sans livre. Avec des cartes. Avec des cartes et pas de texte, surtout. Exactement. Donc, on va lire à travers les bulles et on va guider notre personnage. En fait, on va avoir le choix d'explorer une bulle ou une autre et dans les bulles, il y a un petit dessin. Donc, on va aller de dessin en dessin et en fait, on va essayer de retrouver nos copains qui sont cachés dans l'école. Découvrir un trésor pirate. Et puis faire une fête foraine. Ouais, et il y a un truc dans une fête foraine aussi où on essaye d'avoir les ballons et les jouets
dans les différentes attractions. Donc ça marche hyper bien, c'est hyper agréable. Ouais, clairement, mécaniquement, c'est très sympa. Et le fait qu'il n'y ait pas de texte, mais uniquement des images sur lesquelles l'enfant va limite cliquer en disant je veux aller là, qu'est-ce que je fais, quelle corde tu tires, quel canard t'attrape et tout. C'est efficace et visuel. L'enfant se projette tout de suite. Les règles, on n'a pas besoin d'expliquer. Tu lui dis tiens, on va à la fête foraine, qu'est-ce que tu vas faire? On essaie de gagner une ours, tu vas tirer les ficelles. Et en fait, on va la faire. Alors, mécaniquement, on est vraiment sur un jeu de 4 ans. Vous attendez pas à grand chose. On est vraiment sur quelque chose qui est autant de chance que d'aventure et de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu va être fait pour être joué quelques fois. La première fois, on va faire des choses au hasard, on va pas y arriver correctement, mais l'enfant va vouloir y revenir, le faire mieux, corriger ses erreurs, aller chercher les bonnes cartes au bon moment et ne pas aller chercher les cartes qui sont les pièges pour essayer de perfectionner son truc. Donc ça reste quelque chose, c'est un jeu à usage unique, quasiment. On va faire que quelques parties. On n'est pas sur, on est limite sur du unlock, mais pas loin. Mais on n'est pas sur un jeu très rejouable comme les autres le sont. Tu as lu combien de fois la même histoire à tes enfants? Ah, mais ça, j'en parle même pas. Voilà. On est d'accord. À mon avis, alors j'ai pas d'enfants en âge. Non, mais je suis d'accord. C'est un jeu qui frustre les parents, mais dont les enfants sont contents. Les enfants, ils vont être contents de ressortir la même histoire, le même jeu pour avoir le truc parfait. Alors que les parents ont dit, bah non, c'est bon, on l'a déjà fait 3 fois. Tu sais que c'est le canard jaune qu'il faut tirer. Donc voilà pour la sélection Asdor, Bubble Stories, Pimpon et Attrape-Monstre. Tu mises sur quoi? Attrape-Monstre. Toi aussi? Ouais. Eh ben, on se donne rendez-vous dans un mois. On vérifie si on a raison ou pas. En tout cas, on a fait 2 pronostics sur 3 pour les 2 cas. On range les frites et on passe à la catégorie famille. C'est parti. On passe maintenant à la catégorie Asdor tout public, qui est la catégorie reine et qui consacre un jeu universel qui fait jouer toute la famille. C'est ça. Vraiment, le but, c'est d'avoir le jeu le plus universel possible. Simple d'accès, des règles accessibles. On va pas se passer 3 heures à comprendre ce qui se passe. On est vite dans le jeu, on s'amuse, et puis on peut jouer autant avec la grand-mère qu'avec les enfants de 9-10 ans. Ce qui n'empêche peut-être pas une certaine profondeur tactique et stratégique, mais en tout cas, il faut que ça soit accessible. Je pense que c'est vraiment le maître mot. Après, dans les missions de l'Asdor, il me semble aussi avoir vu sur le site qu'il y avait une question d'innovation. Originalité, innovation, c'est quelque chose. L'Asdor essaie de mettre en avant. Oui, c'est un des critères qui est, tiens, on veut faire la promotion de ce que c'est que le jeu de société moderne et donc l'intelligence qui en transpire à travers une belle édition, des règles propres, d'un design adapté, un nom d'auteur bien marqué sur la boîte et justement un critère d'innovation qui est plus ou moins important. Est-ce que des fois c'est l'innovation qui prime, des fois c'est l'efficacité du jeu qui prime, on l'a vu déjà dans les années précédentes et on est intéressé de ce qu'il va avoir cette année. Pour moi, on a un peu les deux. Enfin, j'essaie, moi, dans ma sélection, j'essaie toujours de mettre un petit peu les deux. Des efficaces et des originaux. Toi aussi? Ou t'as tout misé sur l'originalité? Non, moi, j'ai un original et 2 efficaces. Je suis un peu pareil. Alors, ma sélection à moi. Vas-y. J'ai mis Mot Malin. Petit jeu de mots super efficace. Moi, je l'ai pas. Tu l'as pas mis? Alors que alors t'es fan, hein? Je suis parti en croisade, je suis c'est clair, ultra fan. Tu m'as vendu le truc, hein. Moi, je le trouve très efficace. C'est pas forcément mon coup de cœur, mais pas les coopératifs. Et oui, donc, c'est pas un jeu auquel je joue, mais auquel je reconnais clairement sa pertinence et sa potentielle sélection. J'ai mis Seven Wonders Architects. J'ai pas mis son édition de malade. Il est là. Et son efficacité. Mais je l'ai pas mis. Et côté originalité, je suis parti sur Cartaventura, qui est plus une gamme plutôt qu'un jeu, mais je voulais vraiment mettre en avant ce jeu assez ouf où on va vivre une aventure, on va pouvoir la faire plusieurs fois avec une super édition. Voilà, ça c'est ma sélection. J'ai dû en sacrifier beaucoup pour arriver à cette sélection-là. Toi, c'est quoi ta sélection? Alors déjà, j'ai mis Cartaventura, mais je me suis aventuré à n'en mettre qu'un seul des 3 qui ont été publiés pour l'instant. Je n'ai mis que l'Assa. J'ai mis que l'Assa. Alors j'ai tout joué. J'ai joué l'intro, j'ai joué les 3 qui ont été publiés, enfin la démo, je veux dire, plutôt que l'intro, et j'ai même joué à certains qui n'ont pas encore été publiés. Fayot. Mais l'Assa sort un peu du lot. J'ai mis l'Assa parce que je pense que des 3, c'est celui qui a la meilleure écriture, c'est celui qui porte des thèmes un peu forts. Alors, il y en a un autre, Oklahoma, il porte des thèmes très forts aussi. Mais là, on est Vinland, en termes de gameplay, il est beaucoup plus décevant par certains aspects, et Oklahoma, il est peut-être un peu moins fort en gameplay que l'Assa. Et je trouve que l'Assa vraiment te file une grosse baffe narrative, donc j'ai mis l'Assa. Tu n'auras pas de points supplémentaires si jamais tu as exactement le bon jeu. Donc j'ai mis Cartaventura à l'Assa, j'ai mis So Clover. Ah ouais. Oh non, c'est pas vrai. Et si. Écoute,
C'est ouf parce que moi je préfère So Clover et Momalin et toi c'est l'inverse et tu mets So Clover en sélection. En fait, j'ai rejoué à So Clover et à Momalin récemment et je me suis dit So Clover est quand même un peu plus profond. Il est plus malin à mon goût, mais il est moins accessible. Ouais, mais en fait, c'est vrai que Momalin, t'as ce côté milliardise où t'en fais 15, t'es vraiment dans le fun immédiat, alors que So Clover, en fait, ok, il y a ce moment où tu te creuses les méninges, mais tout le monde se creuse les méninges, et puis après, une fois que c'est fini, on délibère. C'est rigolo de regarder les gens se planter. C'est rigolo d'essayer de déduire. On a une ambiance un peu à la Décrypto, mais en plus allégée. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup So Clover, mais je le voyais pas dedans parce que j'ai trouvé plus exigeant. Je peux me tromper, je m'en voudrais. Je trouve ça un petit peu plus profond, même si, voilà, en fait, je surkiffe les deux. Il y avait un troisième jeu de mots qui était Hot and Cold, qui était super bien et très moche, mais il était super bien. Je pense que son édition lui portera un peu préjudice malheureusement. Et j'ai mis Keblo. T'as mis Keblo? Et j'ai mis Keblo parce que franchement, compter de 1 à 20 n'aura jamais été aussi drôle. Et difficile. Et difficile. Parmi les, voilà, c'est ta sélection. Parmi ceux qu'on a dû écarter au dernier moment, qu'est-ce que tu peux citer du coup? Moi, j'ai écarté Seven Wonders Architects pour 2 raisons. Alors, il y a le côté réédition. Le jeu n'a rien à voir. On a le même thème, les mêmes icônes, mais le jeu n'a rien à voir. Et la même marque. Et la même marque et le même éditeur, mais... Il y a le côté innovation où je me dis, ça n'invente rien, et c'est un peu le même problème que j'ai avec Happy City, qui n'invente pas grand-chose, qui marche super bien. Ok, c'est des jeux efficaces. C'est des jeux hyper efficaces, mais en même temps... Happy City, j'ai dû le mettre sur le côté, parmi les jeux qu'on avait envie de voir. Moi, j'ai envie de citer My City, qui est un jeu à Legacy qui est quand même ouf, pour un format qui reste familial, que j'ai trouvé très agréable. Je pense que je l'ai mis en initié. Ok, moi je le voyais peut-être en famille. Je me suis peut-être trompé, mais dans tous les cas je l'ai pas mis. J'ai envie de citer aussi Cardzul, la gamme de Cardzul, les puzzles avec des cartes, des jeux au plat, qui pour côté originalité, ça a beau être des puzzles, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont réussi à en faire. Et puis un petit dernier, Pas vu pas pris. Pas vu pas pris, très bien. Qui a le défaut d'être presque un jeu enfant, mais qui l'est pas parce qu'il est à partir de 8 ans. Est-ce qu'il a la place d'être en famille? J'ai estimé que c'était difficile, mais je peux me tromper. L'info des jurés, c'est que cette catégorie, pour être délibérée, a pris 4h40. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. C'est pour ça qu'on vous en cite plusieurs aussi, parce que pour nous aussi, ça a été sacrément difficile d'en sélectionner que 3 dans la sélection. On va récupérer un indice du jury. L'indice du jury est visuel, donc on a sûrement une grande boîte, une petite boîte et une moyenne boîte. Ça, c'est Keblo. Ça, c'est Momalin, et ça c'est Seven Wonders Architects. Elle est rectangulaire. Bon, on va voir, écoute... Attends. Ça peut être Carte Aventura. Ah, ça peut être Carte Aventura. C'est pas bien un gros Carte Aventura. Ah mince, s'il n'y a pas Keblo et Carte Aventura, je suis vraiment dans la panade. Il y a un des deux qui est pas bon. Vite, c'est la mouise. Allez, on passe pas aux délibérations, mais à la révélation. À toi de commencer. Quel est le premier jeu de la sélection? J'ai gagné. Non. Carte Aventura Lassin. Bingo. Donc voilà, on vous en a parlé un petit peu plus tôt. Donc c'est vraiment un jeu d'aventure, un jeu d'exploration qui n'a pas besoin de s'expliquer, qui n'a pas besoin d'un gros corpus de règles. On se laisse guider par le texte. On se laisse guider par le texte. C'est comme si vous jouiez un 7e continent avec une vraie histoire en 40 minutes. Et avec des thèmes assez forts. Ici, on fait des choix. C'est la résilience. Voilà. On fait des choix plus par rapport à la narration qu'au gameplay. Oui. Et donc ça, c'est quand même une des grandes forces et c'est bien écrit. Donc, je suis content. Non, mais il a tout à fait sa place. On l'a bien vu. L'édition est originale, elle est bien faite. On est content de découvrir le truc. On a envie de faire du coup les autres aventures. Celle-ci, c'est celle qu'on a considérée aussi comme la meilleure tous les deux. Moi, j'ai pas fait encore toutes les autres, mais je suis content de le voir parce qu'il mérite sa place, clairement. Et voilà, il y a une originalité, une proposition. Qui est en fait, c'est ça. Ouais. Et un point chacun. On est bien. Point chacun. On continue. Pour l'instant, on est pas mal. On va se compliquer plus tard. Un point chacun. On est à 3. On est des tout petits. C'est pas So Clover, ça, je pense pas. C'est Momalin. C'est aucun des deux. C'est un qu'on a mis juste à côté. Happy City. On est sur Happy City. Ah, mince. Mince. Il a sa place, comme on l'a dit. C'est un jeu qui est super efficace. L'édition est toute colorée. On peut jouer en famille. On retrouve notre petit jeu cocktail games comme chaque année, quasiment. Ouais. Vraiment, il est hyper agréable à jouer. Après, moi, je sais que le facteur de fun n'est pas, il n'explose pas, le funomètre. Ça me transporte pas dans un truc comme
genre Mobalin ou Soul Clover, ça me fait mourir de rire, tu vois. Mais ça reste hyper agréable à jouer, c'est du gameplay, il y a de la prise de décision tactique et stratégique. Donc pourquoi pas, enfin c'est vraiment un condensé. Non, c'est très efficace, on peut jouer en famille, c'est le but, hein. À nouveau, là on est sur le critère efficacité de l'As d'or. Est-ce que je peux recommander ça pour jouer en famille avec ma mère? Oui, clairement. Alors, donc il y a une part de chance dans le jeu, mais il y a des choix tactiques qui sont intéressants. Je vais juste noter un truc par rapport à l'indice qu'on nous a donné. Ouais. Si Happy City est le deuxième, le moyen, ça ferait peut-être un peu redondance avec Seven Wonders Architect. Par rapport aux mécaniques? En termes de mécanisme. Et ça m'embêterait beaucoup, pour rester très poli, de ne pas avoir un jeu de mots. Alors qu'il y en avait plusieurs. Alors qu'il y en avait 3 qui étaient excellents cette année. Et que c'est vraiment des jeux très très universels. Je suis d'accord. Mais peut-être qu'en termes d'efficacité, ils ont préféré un truc qui marchait à tous les coups plutôt un autre qui marchait peut-être moins bien. Et tout. Non, ça marche pas avec tout public. Je suis pas d'accord. Bon, on essaie le troisième. Ça se trouve, non, mais la boîte c'était clairement architecte. On va voir. Quel tour? C'est mon tour? Non, c'est encore à toi. Oh, non, c'est à moi. J'aime bien déballer. J'aime bien déballer. Bah ouais, mais écoute, c'est pas Noël tous les jours. Non, t'es déçu? Et c'est Seven Wonders Architect. Ouais, clairement. Et j'ai perdu. T'as perdu, je le voyais un bien point gagner. sur cette catégorie. Non, là, clairement, on est sur un jeu hyper efficace. Toi, hyper t'as universel. Sur la catégorie. Ouais, je te prends. Là, il me bat. L'édition de ce jeu est proche de la perfection. Ouais, c'est vraiment excellent. Clairement, on ouvre le jeu, tout est prêt, on installe son petit truc personnel, on prend ses cartes, on pense à merveille. C'est pensé pour la famille, en disant, tiens, je vais jouer en 20 minutes, je range la boîte en 3 secondes, c'est super cool. Et vraiment, à la même table, on peut se retrouver avec le petit neveu de 9-10 ans et ma belle-mère de 60 et quelques années, et s'amuser de la même manière. Et c'est ça que je trouve efficace dans ce jeu et dans cette sélection As d'or, c'est que tu le sors vite fait, tu joues 1, 2, 3 parties, et tu t'amuses. Et même s'il y a une grosse part de chance, parce qu'on est quand même sur des jeux avec des piles, des cartes et tout, de la face cachée et compagnie, on a quand même des choix tactiques, on a possibilité d'aller chercher un peu de stratégie avec des combos, avec la science et tout. Donc on a juste la petite surcouche qui nous permet de dire, ok, un joueur amateur va s'amuser, mais sans perdre la famille. Un joueur familial qui comprend rien à la science, il la joue pas. Il joue pas la science. Exactement. Et il a quand même ses chances de gagner. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, moi, je trouve que vis-à-vis de Seven Wonders, en fait, Seven Wonders avait cette élégance de dire, ok, la durée de partie, elle est à peu près pareille tout le temps. Ouais. Ici, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on joue successivement. Donc, si jamais on joue à plein, eh ben, ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus long. Quand on joue à 7, les parties peuvent être un peu plus longues. Les tours, mais les tours sont super rapides. Mais on peut toujours avoir, voilà, un petit coup de Trafalgar et quelqu'un qui ralentit la partie parce qu'il est paralysé par un choix entre ce qu'il a. Mais on n'est jamais véritablement bloqué parce qu'on choisit soit à gauche, soit à droite. Et on va au milieu quand on n'a pas le choix. Quand on n'aime pas les choix qui nous sont proposés. Clairement, ça va jusqu'à 7 joueurs parce que cette merveille, moi je recommande d'y jouer à 4. Clairement. Oui, 4-5, ça marche super bien. À 2, pas forcément, c'est vraiment un jeu que tu as envie de jouer en famille 4-5. Oui. Très belle sortie de ce Seven Wonders. Donc pareil, il y a dû avoir la question, est-ce qu'il a sa place malgré l'original? Ouais. Mais pour moi, mécaniquement, il est tellement différent, il s'adresse pas à la même personne. Et c'est le nouveau Seven Wonders Family, en fait. Oui. L'ancien il est catégorie maintenant initié. C'est ça, et celui-ci est le jeu pour la famille. Mais du coup, je suis déception. Voilà. Vous me voyez, aujourd'hui, je suis pas déception de jeu de lettres, parce qu'il n'y a pas de jeu avec des mots. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu 4h30 de libération. Oui. Parce que clairement, il y a dû avoir bataille. Je pense pas que celui-ci a été très bataillé. Je pense qu'il avait vite sa place. Et c'est pour ça que je le mettrais en As d'or. Ok. Tu te mouilles maintenant ou pas? Parce que tu l'avais pas mis, est-ce que tu le vois As d'or? Alors, attends. Donc, je vous rappelle, on a... Non, moi, c'est carte aventure. Carte aventure? Ouais. Tu mises sur l'originalité? Je mise sur l'originalité, je mise sur le fait que Seven Wonders, c'est peut-être pas un jeu qui a besoin de plus de promotion. Non. Cela dit... L'As d'or est pas là pour ça. Non, c'est sûr, mais d'un autre côté, carte aventure, ça se joue bien à 4 aussi, même si je trouve ça plus agréable à 2-3. Ouais. Voire tout seul, c'est un jeu qui peut aussi jouer en solo. C'est rejouable, parce que tu peux rejouer l'histoire plusieurs fois. 3 à 4 parties, ouais. Ou bien au bout de 2-3 ans quand t'as oublié. Oui, ou tu le donnes. Clairement, comme les Unlock. Mais ouais, je vais rester là-dessus. Okay. Moi, ça sera carte aventure. Très bien. On passe donc à la nouvelle catégorie magique pour les amateurs initiés. Et bah, initié.
Et nous voilà partis dans cette nouvelle catégorie qui est la catégorie initiée, qui est la catégorie pour les joueurs. Ah, ça bagarre dans cette catégorie. C'est une catégorie, moi, qui me tient à cœur parce que, clairement, je suis très content d'avoir arrivé cette année parce que je l'attendais. Bah, t'es un peu le cœur de cible. Exactement. C'est le genre de jeu que j'aime pas. J'aime. C'est ça. Expert, c'est un peu trop pour moi. Famille, je m'en lasse un moment. Initié, c'est ma cam. Et là, il y a une catégorie pour ces jeux-là. Ils sont ni dans une catégorie ni de l'autre. Je suis ravi. Alors que moi, je suis, à contrario, un peu plus client du expert, même si je m'amuse beaucoup sur des jeux initiés. Je préfère les jeux familiaux qui sont plus universels aux jeux initiés où ils sont entre deux chaises. Ils sont entre deux chaises et soit j'ai envie de plus, soit j'ai envie de moins. Ok. Moi, c'est clairement des jeux où, tiens, c'est ma cam, je vais sortir toujours avec mes joueurs réguliers que je vois une fois tous les 3 mois. Et c'est là-dessus que je m'amuse. Donc, je suis content qu'il y ait vraiment cette catégorie. Du coup, je l'ai bien affiné. Je suis content de ma sélection. J'espère que je serai pas mal. Alors moi, j'ai fait ma sélection hyper vite. Je sais qu'il y a vraiment du monde. Ouais, il y a du monde là-dedans. Et il y a du bon client, en plus, pour cette nouvelle année. En fait, je me suis pas trop pris la tête. Il y a 3 noms qui ont été hyper évidents pour moi. Alors, c'est mes goûts, hein, et il y en a un que j'ai pas joué parmi ceux-là, mais il a l'air vraiment super bien. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais le mettre. D'accord. C'est vraiment du pur flair. Alors, vas-y, c'est quoi? Ça serait Living Forest. D'accord. T'as pas joué? Et non, j'ai pas encore joué. Malheureusement, j'essaye d'y jouer et à chaque fois, il y a un Covid. Il y a la vie. Donc, je peux te dire le reste. Ouais, vas-y. Tu l'as aussi, Living Forest? Non, il est dans la shortlist juste après. Ok, du coup, moi, j'ai le projet. Dans la shortlist juste après. Et le projet, alors, j'ai fait 3 parties récemment. J'ai trouvé ça absolument génial. Tu t'es pris dans l'histoire. Belle édition. C'est malin. Enfin, tout est bien, en fait. La couve donne trop envie. Ouais, la couve donne super envie. Il y a un côté méta-fiction. Alors, c'est une fiction dans la fiction. Un petit côté Jumanji, parce que c'est des gens qui jouent à un jeu, qui se passe des trucs. C'est vraiment très chouette. Même au niveau mécanique, alors c'est un coopératif un peu particulier, mais voilà, j'ai trouvé vraiment ça excellent. Et j'ai My City, un autre jeu en campagne. Donc tu l'as mis en initié. Moi, j'ai hésité. Clairement, le Spiel l'a mis en famille. Mais nous, maintenant, on a une catégorie au milieu. C'est peut-être, en effet, un jeu initié et pas famille. En fait, pour moi, le côté engagement sur une campagne, ça le pousse tout de suite en initié. Parce que, alors, même si c'est pas très long, tu vois, par exemple, nous, on y jouait à la pause de midi. On jouait à 3 et on se faisait notre pause de midi. On faisait une enveloppe par pause de midi. Donc, 3 parties. Chaque fois, les nouvelles règles. On jouait une petite heure. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ça va vite, mais il faut quand même s'impliquer dedans et il faut pas oublier les règles. Faut pas oublier les règles au fur et à mesure, si ce n'est qu'en plus, il y en a qui disparaissent petit à petit, donc on est toujours sur un corpus plus ou moins équivalent. Et ça, c'est plutôt intéressant. La configuration à 3 joueurs, je pense que c'est la meilleure. 2, c'est un peu moins bien. Moi, j'ai fait toute la campagne à 2 je et pense que 4, il y a quelques petits défauts. 3 et 4, c'est peut-être les meilleurs configs. Et c'est vraiment un de mes jeux de l'année dernière, clairement, où j'ai le plus aimé. Et pourtant, je l'ai pas mis dans cette sélection parce que les classes étaient rudes. Et on a 3 jeux qui sont complètement différents tous les deux. Ouais. Moi, j'ai mis Oltré. Ouais. Donc, il est dans la jeu coop d'Antoine Bozac sorti chez Studio H. Une édition nickel avec l'aventure en coop et tout. J'ai mis Nouvelle Contrée. Donc, un jeu à la Dixit où on va jouer avec des marque-pages. L'originalité est justement de jouer avec des livres et ces marque-pages. Donc, on va chercher un élément supérieur au jeu. Et moi, j'ai pas kiffé, désolé. Toi, ça n'a pas été ton truc. Moi, c'est pas mon truc non plus, mais je pense qu'il peut avoir une place. Il peut avoir une place. Je comprendrais pourquoi, mais je serais un peu déçu. Parce que je trouve que les autres sont meilleurs. C'est ton choix! Et c'est mon choix. Et le 3e, pour moi, c'est Welcome to the Moon, qui est le roll and write absolu qui est sorti l'année dernière, que t'as mis juste en dessous, mais clairement, qui nous a tabassé ce système de 8 grilles différentes au lieu d'une, d'avoir un mode aventure, exploration et compagnie. C'est vraiment un gros coup de cœur. Moi qui aime les roll and write, on y a joué pas mal en équipe. Moi, j'ai joué avec plein de groupes différents. À chaque fois, c'est vraiment une super surprise, ce jeu. Je kiffe. Les jeux surkiffent. Donc 3 jeux différents. Moi, je l'ai pas mis Welcome to the Moon. Alors, je pensais vraiment que tu le mettrais. Parce que vu qu'il va gagner. Parce que réédition, tout ça. Réédition de Welcome. Pour moi, il est trop proche de Welcome. Tu vois, la base mécanique est exactement identique. Alors, c'est un roll and write, oui. Mais mécaniquement, même si on trouve des similitudes avec des éléments, les sensations de jeu n'ont rien à voir. Donc, je me suis dit il pouvait avoir sa place, et s'il n'a pas sa place, mais c'est tellement du vol, parce qu'il y a un travail qui est énorme sur ce jeu. C'est du vol. C'est du vol, mais clairement, mais non, je ne m'inquiète pas, il sera dans les cartons qu'on va nous donner. Et
les jurés ont mis 2h09 à débattre cette catégorie. D'accord. On a à la minute. Alors, il y a peut-être que 2-3 autres que qui sont ma shortlist. Donc, à part Living Forest aussi. Jekyll et Hyde. Ouais, que j'ai vraiment bien aimé. Un jeu de pli asymétrique à 2 joueurs. Un truc un peu fou. Ça me surprendrait pas de le voir, mais on a fait déjà la section. T'en as 3 différents de moi. On a déjà 6 qui sont des trucs assez énormes. Ultra, je l'ai pas mis parce mais que ils sont pas loin. Alors, c'est aussi parce que j'y ai pas assez joué et du coup, je me suis dit, il y a des petits trucs de dissonance narrative qui m'embêtent un tout petit peu. Ouais. Mais c'est parce que je suis un gros snob et que je suis difficile en jeu narratif. Donc, belle catégorie. On va voir comment l'indice. Attends, on va regarder l'indice. Quel est l'indice magique? L'indice du jury, c'est éditeur français. Éditeur français. Ah bah déjà, le projet, allez hop. Moi, j'ai les 3 qui sont français. Living Forest c'est français, My City, allez. Tu t'en pas bien là? Ah non, là, parce que moi, Oltré, c'est Studio H, c'est français. Welcome to the Moon, Blue Cocker, c'est français. Et Nouvelle Contrée, Olibrius, c'est français. Je suis pas mal. Non mais je me fais défoncer à cette année. Est-ce que tu te sens pas bien? C'est moi qui commence cette fois. Oui, c'est ma catégorie. Je te donne le carte. Ma catégorie. Tiens, je te donne Nouvelle. Tu me donnes non, c'est le poids de Welcome to the Moon, ça. Non, c'est Nouvelle Contrée. Il est lourd aussi, hein. Voilà, c'est Nouvelle Contrée. Comment on peut pitcher? Bon, je dis rapidement, mais c'est un jeu. J'ai dit à la Dixit, c'est peut-être pas la meilleure manière de l'écrire, mais c'est un jeu dans lequel on va jouer. Peut-être plus Mysterium. Peut-être un peu Mysterium. Ouais. On va jouer avec des romans. On va prendre un roman de notre collection et on va lire des passages ensemble et on va essayer de faire vivre des émotions, ressentir des choses à travers les passages du roman qu'on va faire, en y incluant des contraintes et des éléments de jeu. En fait, surtout que tu vas choisir une image. Le narrateur, celui qui lit, va choisir une image secrètement et les autres vont devoir retrouver quelle image c'est parmi 4. C'est ça. Pour essayer de s'orienter. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu Mysterium où tu essayes de connecter des éléments qui n'ont rien à voir. Et justement, alors après il y a des marque-pages partout et je trouve que justement sur les images c'est un peu dur à lire, mais ça c'est vraiment mon problème personnel avec le jeu. C'est très original pour le coup, effectivement. Je trouve que ça salue correctement l'originalité, en tout cas pour le label. Et donc c'est un jeu de Germain Vincent Stark chez Olibrius et illustré par Jeanne Landard. Et peut-être qu'il est concurrent avec Dixit Stella. Exactement. Qui est sorti aussi cette année, qui pourrait être dans notre série. Ah, de Gérald Catio. Ouais, mais il est plus famille, je pense, c'est là. Là, on est dans le même esprit, mais on est vraiment sur un truc initié parce qu'il faut connaître un petit peu les règles du jeu. Faut pas avoir peur de rentrer dedans. C'est un truc original. Clairement, on joue avec les marque-pages. On peut pas balancer ça avec n'importe qui. Mais vraiment, le jury a fait le choix de l'originalité sur ce jeu-là. Oui, ça se défend et effectivement, c'est très très original et c'est intéressant d'avoir un jeu aussi original ici. Même si voilà, je suis pas forcément client. Le plus grand fan. Moi, je suis pas forcément la cible parce que j'aime pas lire quand il n'y a pas d'image. Donc clairement, je salue l'innovation plus que mon plaisir personnel. C'est pour ça que je l'avais mis dedans. Eh ben chouette. On passe au deuxième. Ben pas chouette. Pas un point pour moi. Alors. Tu fais la tête encore? Non. Ah, c'est ton tour. C'est mon tour. Living Forest. Tu veux le décrire? Moi, j'ai pas joué. T'as pas joué non plus? Ben non, c'est un jeu de. C'est juste un jeu. Alors, c'est un jeu de Ask Christiansen, dessiné par Apolline Etienne chez Ludonote, et qui est un jeu de deck building, il me semble. C'est du deck building avec 3 conditions de victoire. Donc, on fait évoluer une forêt, tout ça, et donc on peut gagner en la faisant brûler, avec du feu, avec des fleurs ou avec autre chose. Il y a vraiment 3 conditions de victoire qui sont concurrentes, et on peut pas avancer sur une seule d'entre elles. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait la force du jeu. Après, voilà, c'est vraiment mon impression sans avoir joué, hein, mais c'est ce côté assez élégant et de devoir équilibrer plusieurs choses. Mais voilà, il me parle bien et j'ai envie d'y jouer. Oui, mais je suis d'accord. Moi qui aime pas le deck building, on m'en a dit quand même beaucoup de bien avec le côté, je vais aller un peu taquiner avec les adversaires pour les conditions de victoire différentes et tout. Moi, c'est un truc que je regrette de ne pas avoir encore eu le temps de jouer et j'ai hâte de le découvrir. Donc on vous en dira pas plus parce qu'on n'a pas de ressenti forcément très pertinent, mais vous trouverez forcément des articles sur le site qui vous en parlent. Oui, effectivement. Allez, je te passe. On passe au dernier. Tu vas me passer. Ah, j'ai le tout. Oh, il est lourd. Ça va pas être welcome. Non, je pense que c'est welcome. Ah, c'est pas welcome. Je suis tellement déçu. Non, j'ai pas envie d'ouvrir cette boîte.
Il n'y a pas Welcome to the Moon, je suis tristesse. C'est Oltré. C'est Oltré qui remporte la 3e page de cette sélection. Alors moi je suis triste aussi, mais c'est parce que j'ai pas le point. Oui, j'ai le point, mais je suis triste d'avoir le point, mais je suis content qu'il soit là aussi, parce que c'est un jeu qui le mérite. C'est un superbe jeu coopératif d'aventure sur lequel on va vivre des histoires, on va faire des choix, on va emmener nos patrouilleurs, résoudre des petites enquêtes, avec un mécanisme un petit peu proche de ce qu'il y avait dans Ghost Stories et puis récemment ça revisite Last Bastion. Donc un jeu à nouveau d'Antoine Boza qui fait un joli doublé, une édition magnifique de Studio H avec des petits pions, des tokens qui sont magnifiques. Enfin l'édition en elle-même elle est vraiment chouette. Le design de Vincent Distré, je suis pas sûr que il y a 2 illustrateurs. Il y a Vincent Distré et quelqu'un d'autre. Et il est pas mal. Il y a que Vincent Distré qui est marqué dessus. Mais voilà, une belle édition, un beau jeu qui se joue en campagne avec une aventure petit à petit. Moi, t'as joué ou pas toi? J'ai joué. Alors on a Jérôme Le Reculet, Yvan Gilles, Ronan. Donc ils sont plusieurs à avoir continué à bosser dessus. Il y a plein d'éléments de jeu. Ouais. Oui, j'y ai joué et justement en fait j'ai joué que le tuto et j'ai trouvé qu'il y avait une chose qui était excellente, c'est que l'histoire avance petit à petit et on découvre nos objectifs petit à petit, c'est-à-dire qu'on commence sans savoir comment gagner, c'est ça. Un peu dans la brume et effectivement c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'objectifs à court terme et on va devoir interpréter les objectifs à court terme et les objectifs à long terme pour les deviner et peut-être arriver à faire des choses intéressantes plus tard. Maintenant, effectivement, on retrouve des mécanismes, sauf qu'on va construire notre bastion, notre forteresse avec nos petits patrouilleurs, et il faut sécuriser des régions. Et c'est peut-être en ça qu'on va retrouver l'ADN Last Bastion Ghost Stories, c'est qu'en fait, il faut qu'on sécurise des endroits, et on a ce bastion carré avec des choses qui arrivent des 4 côtés. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais j'aurais aimé y jouer plus, et je pense que si j'avais joué plus, si j'avais fait des scénarios au-delà du tutoriel, et j'aurais peut-être tu aurais peut-être mis dedans. Hein. Ouais, mais ah, je sais plus. Moi, je suis pas bien là. Je me sens pas bien. De ne pas voir Welcome to the Moon dans cette élection, ça me perturbe énormément parce que je pensais vraiment non seulement qu'il serait là, mais même qu'il gagnerait l'As d'or. Tellement j'ai été bouleversé, l'As d'or initié, par la qualité de ce qui a été proposé sur Welcome to the Moon. Moi qui suis amateur de Welcome de base, comme beaucoup de gens, il y a plus de centaines de milliers d'exemplaires qui ont été joués. Cette refonte de Welcome to the Moon était vraiment énorme. Le fait qu'on ait 8 grilles différents avec une histoire. Ne joue plus à d'autres Roll and Write. Welcome to the Moon fait le taf, et puis il y a de quoi s'occuper pendant vraiment longtemps. C'est vraiment une édition et un contenu et une mécanique énorme. Alors peut-être qu'il en est expert. Non. Non, j'ai envie de me rassurer en dire, il est peut-être un expert. Alors, attends, c'est quoi ton As d'or initié avant? Mais j'en ai pas, c'est Welcome to the Moon, on expert initié. Non, il faut choisir, là. En fait, j'ai pas mis Living Forest dans ma shortlist, mais là, par rapport aux 3 concurrents, j'hésite entre Living Forest et Oltré, et vu qu'il y a déjà Seven Wonders à sous-texte, je me dis qu'Antoine Boza va peut-être pas faire le doublé. Je vais miser sur Living Forest, mais sans y avoir joué, donc c'est pas très pertinent. Moi je suis un peu embêté parce que effectivement, alors je pense que ça se joue plus entre Living Forest et Oltré, mais je saurais pas tellement dire entre les deux. Je veux dire Oltré pour dire un truc différent, toi. Ouais. Et puis ça se trouve comme ça, du coup ça pourra finir en désignant ces nouvelles contrées, comme ça on aura tous les deux perdus. Effectivement. Je suis déception, je me laisse une petite lueur d'espoir en retrouvant Welcome to the Moon en expert, donc on se dit à tout de suite dans la catégorie expert. On va passer à la dernière catégorie, l'As d'or expert. Et donc, en As d'or expert, on a des jeux plus lourds, plus complexes. Alors, c'est celle qui a été un petit peu compliquée et controversée les années précédentes parce que il y avait des jeux initiés et que on a eu des années avec, par exemple, The Crew, mais The Crew, il y a 18 pages de règles. On trouvait des Star Realms à côté de Conan. Donc ça faisait un peu, ça compliquait un petit peu le message, et je pense que c'est sain d'avoir une catégorie supplémentaire, même si les jeux experts c'est quand même compliqué, même j'imagine pour les jurés de faire tous les jeux experts dont les parties avoisinent 2-3 heures. Alors ce ne sont que les jeux sortis en boutique, donc les jeux qui sont issus de Kickstarter et qui n'arrivent pas en boutique ne sont pas éligibles. C'est ça. Et moi c'est vraiment je suis plus le cœur de cible comme je le disais. C'est ça, moi pas. Moi je n'ai joué. Ah si, j'ai joué quand même à quelques-uns de ces jeux experts. Normalement c'est des jeux auxquels je joue pas du tout, mais je vois ce qui sort, ce qui plaît, ce qui est intéressant. Cette année j'ai quand même eu le temps d'en jouer quelques-uns.
dont j'ai pu pronostiquer la réussite. On va voir si c'est le cas. Mais en tout cas, on avait quand même une belle sélection expert cette année. L'année dernière, on a peut-être un peu plus de mal, mais cette année, en tout cas, j'ai fait mon top 3 assez facilement. J'ai fait mon top 3 comme ça. Comme ça. Voilà. Je pense qu'il y en a un qu'on a bien en commun. Ouais. Parce qu'on a joué ensemble et qu'on a dit waouh, c'est Dune Imperium. Alors Dune Imperium, moi c'est mon as d'or expert, hein, je lâche comme ça. Hop, clairement. Drop. Je suis un peu pareil que toi, ça a été une petite claque en disant ok, c'est super efficace, c'est super rien quoi. Ouais, c'est vraiment très bien, je pense qu'on en reparlera un petit peu après. J'ai Iki. J'ai Iki aussi, on a joué aussi ensemble. Qui est juste là. C'est une partie frustrante parce que c'est quand même difficile, tu queen toute la partie, mais c'est quand même malin, c'est quand même efficace, l'édition est chouette. La réédition française, la nouvelle édition française, parce qu'elle n'existait pas avant, par rapport à la localisation du produit japonais, est quand même super cool. Alors moi j'ai joué aux deux, et effectivement l'édition française apporte cette touche d'ergonomie d'agréable. On est dans un produit luxe plutôt que dans le petit truc auto-édité qui est un peu moche, disons-le, de base, mais qui était vraiment super bien. Par contre, c'est vraiment un jeu très très élégant, assez opportuniste pour un jeu d'optimisation, mais justement c'est ce qui le rend intéressant et je pense que c'est un peu le propos du jeu. Et donc on a un Iki. Moi mon troisième ça va être Unmatch. Eh ben je l'ai pas mis parce que réédition et parce que pour moi il est initié. Pour moi ça reste un jeu plutôt expert, mais je peux me tromper. C'est celui que j'ai un petit peu d'autre. J'ai hésité. J'avais envie de mettre Destiny, j'avais envie de mettre Narak, et finalement j'ai mis Unmatch parce que je trouve qu'il mérite peut-être cette place. Alors moi j'ai mis Narak parce que c'est un bon jeu. Alors je suis pas un ultra client et je préfère largement la pose d'ouvrier et le deck building de Dune. Mais Narak, force est de reconnaître qu'il a trouvé son public, il marche bien, il est agréable, il est joli c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. J'avais Destiny aussi dans mon scope et j'en avais 2-3 autres, plutôt 5-6 autres. Vu que c'est un peu ton credo, je pense que t'as bien tapé dedans. J'avais aussi Ankh, qui est vraiment hyper bien. C'est un design hyper clean. Après, je pense qu'il est peut-être trop inaccessible sur la première partie. Genre la première partie, elle te met une claque. On en a parlé longuement dans le DLV, on peut vous inviter à aller le voir. La plupart des jeux qu'on a traités, qui sont ici, ont été l'objet d'un DLV. Mais oui, on a parlé la première partie de Ankh, on subit un petit peu quand on n'est pas très très habitué à ces jeux de contrôle de territoire et tout quoi. Je te rassure, moi qui suis habitué à ça, j'y suis aussi la première partie. Mais c'est un bon jeu avec un beau game time mais qui est exigeant. Qui a tout à fait sa place en expert. Il y aurait Tyran de l'Ombre Terre, qui est une localisation pour la première fois de Tyrants of the Underdark, qui est très moche, mais qui est très bien. C'est un jeu de deck building avec de la prise de position de majorité, du contrôle de territoire. C'est ultra méchant, c'est ultra efficace et ultra bien. Je vous recommande. Alors, on a des articles sur le site parce que nous, on l'a découvert dans sa version américaine, en tout cas anglophone, et on a trouvé ça très bien immédiatement et on a poussé tous les éditeurs français à faire des localisations. On sait que plusieurs gros éditeurs se sont intéressés, mais c'est Wizards of the Coast, c'est une licence Donjons et Dragons, du coup ça a été compliqué, mais ça arrive enfin en français. C'est du bon, et en plus il y a le bon goût d'avoir la première extension qui est intégrée au jeu. Ok. Et puis sinon j'avais noté Anno 1800, Virtu, Brésil Impérial, Ankh à Los Angeles, dans les experts qui étaient un peu notables. Il y en a d'autres. Welcome to the Moon pour moi était par là, mais il était entre il est entre les deux, peut-être expérimenté, peut-être initié, on va voir. Mais en tout cas, on va rester sur notre sélection. Ouais. Donc Iki Dune pour tous les deux, et puis moi une match pendant que toi tu mis sur Narak. Et donc le jury a mis 1h40 pour débattre cette catégorie, ce qui est le plus court. On est sur des jeux à univers fort. Ah mince, Narak, il a pas un univers ouf. Non. Par contre, c'est le cas de Iki. Et c'est le cas de Dune. Ouais. Un match, il faudrait vraiment des univers forts. Alors fort, le S à fort, là, il peut pas aider en disant qu'il y a plein d'univers, de plein de matchs. J'ai peut-être des points. Là, t'as la petite goutte qui perd. C'est toi qui commence. Peut-être Destiny's. T'as raison, ça peut marcher pas mal. Oh blablabla. Mais je suis pas sûr que Narak. Grosse boîte, petite boîte. Bah direct. Les ruines perdues de Narak.
Donc, mon point s'envole. C'est là où je refais mon envolée, j'espère que tu vas faire 0. Ah, mais non, tu peux pas faire 0. Faut pas que tu fasses 0, sinon t'es pas bien. Mais du coup, j'ai perdu, en fait. Oui, t'as déjà perdu le pronostic total, c'est pas grave. Parce qu'on est à 4-6, et du coup, là, je passe à 5. Ouais, mais après, on en a 2, donc, dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, j'ai perdu. C'était une belle bataille. Voilà. Allez, parle-nous de Narak. Narak, donc un jeu de deck building de pose d'ouvriers dans lequel vous incarnez des explorateurs, et effectivement, on va essayer d'aller lutter contre des créatures qui gardent des temples, tout ça pour essayer d'étudier ces temples. On a un petit sentiment d'Indiana Jones, et effectivement, il y a un côté exploration. Par contre... Est-ce que t'as l'aventure? Moi, ça me vend pas de l'aventure, parce que je vois que le scoring, c'est sur une piste de recherche. Donc je vais m'intéresser sur cette piste de recherche, et par contre, je trouve qu'il y a des bonnes idées de deck building, il y a des bonnes idées d'ergonomie. Donc par exemple, il y a 2 marchés, et en fait les marchés ils vont évoluer au cours de la partie, c'est-à-dire qu'on va avoir un compteur de manches qui va venir séparer les 2 marchés et qui va avancer. Donc en fait on va avoir un marché qui va se rétrécir, l'autre qui va grandir. Incidemment, le marché qui se rétrécit, c'est le marché un peu débutant, et le marché expert s'agrandit, donc c'est hyper intéressant. Il y a une extension qui est sortie ou qui va sortir en français. Et donc il y a les leaders d'expédition, donc ils rajoutent plein de trucs différents et de la symétrie. J'ai trouvé ça vraiment très plaisant à jouer. De là à dire que c'est mon grand coup de cœur, non. Mais en tout cas, ça a sa place ici, ça la mérite. Très bien. Ben, je l'avais pas vu, je pensais qu'il ferait un peu doublon avec Dune, qui est aussi un jeu de deck building, où on va chercher des objectifs et tout. Mais je me suis trompé, alors peut-être qu'il y aura quand même Dune, mais en tout cas, là, ça passe pas. Je trouve que aujourd'hui, par rapport à Narak et Dune, tu vois, on sort de la pose d'ouvrier pour la pose d'ouvrier, le deck building pour le deck building. On rajoute des éléments et on fait un truc plus foisonnant. On fait un truc qui foisonne un peu parce que ces mécanismes sont mûrs. En fait, le public les a acquis, surtout le public expert. Et du coup, on se dit, on va les utiliser pour un but précis, pas seulement en soi. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant. Et ça ouvre des fenêtres et des portes de design qui me paraissent hyper intéressantes. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve en termes de design vis-à-vis de ces mécanismes. Oui, ça ouvre une porte. Fred, à toi. À moi. Hop. C'est moyennement lourd. Ouais, c'est pas Hank. Oui. C'est un jeu qu'on a joué tous les deux, comme les deux qui restent. Il s'agit bien de Dune Imperium. Un as d'or expert. Il a bien sa place, on s'y attendait tous les deux, parce que ça a été un gros coup de cœur, alors, surtout pour toi, un peu pour moi, mais même si c'est moins ma cas, mais on a fait une partie tous les deux, et c'était vraiment très agréable. Un jeu avec un léger deck building. Pour moi, c'est pas un jeu de deck building, mais c'est surtout un jeu de pose d'ouvrier et gestion de ressources. C'est très exigeant, en fait. Si tu veux bien deck builder, c'est hyper c'est un deck building précis, où on peut pas se permettre de faire des fioritures. Ouais. Et avec un mécanique super intéressant de rentabilité des cartes qu'on va pas se servir. Et ça, c'est là où on fait waouh, ça c'est cool. Bref, plein de petites choses super malines. C'est le même auteur que Clank. Paul Denen. Et pareil, là c'est plus toi qui peux en parler que moi, mais en tout cas c'est une vraie belle expérience de jeu, d'affrontement. Il n'y a pas vraiment de contrôle du territoire, mais on va quand même avoir des petits combats qui vont faire twister la balance au bon moment. En fait, on va avoir des combats qui vont nous donner des avantages substantiels si on les gagne, notamment en points de victoire. On va jouer en très peu de points de victoire. Hein. C'est ça, c'est une dizaine. La fin de partie se déclenche à 10. On peut aller jusqu'à 14-15 avec des petits effets par derrière les fagots et d'autres choses. On a également des majorités qu'on va essayer d'avoir, et ces majorités, c'est des alliances avec les factions qui vont nous donner des bénéfices et des points de victoire. Et on va également se battre pour les emplacements d'ouvriers. Donc en fait, il y a quand même 3 points d'interaction. On va se battre sur plein d'endroits avec des choix, à chaque fois des choix cruciaux en disant si je fais ça, il va pouvoir faire ça. Je vais pouvoir est-ce que je vais aller dans cette stratégie? C'est difficile, c'est précis. C'est un jeu vraiment précis, hein, un peu exigeant, non pas en quantité de règles, mais pour arriver à bien jouer, il faut être un petit peu fort. Et en fait, c'est vrai que quand tu parles d'exigence, une fois que tu as fait quelques parties, tu sais qu'il y a des grandes ouvertures et que si quelqu'un fait ça, tu peux faire ça parce que c'est une bonne réponse à tel truc. Tu te retrouves un peu dans un sentiment d'échec et pour le coup, ça correspond plutôt bien à l'univers de Dune et tous ces complots à tiroirs, parce que tu t'essayes de voir le plus loin possible et parfois c'est difficile. Et en même temps, il y a des complots qui viennent te brouiller complètement. Et alors,
Il y a des gens qui sont contre ces cartes complot. Moi, je dis que c'est super bien. Ça fait le sel du jeu aussi. Parce que ça fait un petit chaos, mais de savoir que l'adversaire en a un, du coup, t'es un petit peu comme ça. Ça permet de lutter contre l'analysis paralysis aussi. Tu sais pas tout ce que des adversaires peuvent faire. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Non, ça, c'est intéressant, clairement. Donc, un jeu qui se bonifie avec le temps aussi. Ouais. Et puis, qui est clairement notre recommandation. Tous les deux, on a un peu craqué dessus. Ouais, exactement. On passe au troisième? Je suis pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Dans la rédac. Alors. Est-ce qu'on part au Japon? Oui, on part au Japon. C'est dire que t'as bien pronostiqué les 3. J'ai bien pronostiqué les 3. Bien, je t'ai filé à ton expérience. Je ne pouvais pas, je pouvais pas me foirer. Tu finis avec une belle note. Au moins. Et donc, on a Iki, qui est un jeu un petit peu de pose d'ouvrier, mais plutôt de déplacement d'ouvrier. En gros, on va tourner avec un marchand, c'est la vie d'un marchand pendant toute une année. Et donc, on va avoir notre marchand qui va se balader dans un marché, et il va s'arrêter sur des stands. Et dans les stands, il y a des boutiques, et les boutiques, c'est des marchands qui appartiennent à nous, aux autres joueurs. On va pouvoir faire l'action générique plus l'action d'un marchand du stand. On va gagner des ressources, on va collectionner. On collectionne pour des points. Surtout, en fait, les marchands, quand les adversaires s'arrêtent dessus, sur nos marchands, ils vieillissent. Et quand on fait un tour de marché, tous nos marchands vieillissent. Et quand les marchands sont trop vieux, ils prennent leur retraite. Et du coup, ils nous font des bénéfices tous les tours, et ils nous font des trucs. Donc on essaye de faire en sorte que nos personnages soient plus prisés que les autres. Mais des fois, on est quand même obligé d'aller chercher ceux des autres parce que ça nous arrange par rapport aux ressources qu'ils nous font obtenir. Avec une mécanique par-dessus tout ça, qui nous fout un petit peu les boules, qui est le feu. Aléatoirement, au bout d'un certain nombre de tours, il y a le feu qui arrive à un endroit. Et soit, tu te dis, tant pis, j'avais pas prévu, et t'as tes magasins qui crament tout, et après tu pleures. Soit t'avais lutté contre l'incendie en prévoyant, on va dire, en te protégeant de ça, mais ça va te coûter du temps et des ressources et tout, et donc du coup, tu t'investis là-dessus. Donc il y a une petite, pas une roulette russe quand même, parce que ça se prépare, mais il y a un petit chaos qui arrive au bout d'un moment, dit est-ce que je vais brûler ou pas, et qui te met le sel et qui te met bien mal quand ça te tombe dessus quand même. Alors surtout, après tu peux t'en prémunir, mais en fait t'as 3 incendies sur 4 quartiers dans la partie, donc finalement il y a un quartier qui n'aura jamais d'incendie, mais une fois qu'un quartier est vidé, tu vois qu'il a cramé, tu peux rebâtir dessus, c'est cool. Et ça permet de nettoyer un petit peu le plateau, et en même temps, ça permet de punir certains risques aussi. C'est ça. Donc il y a vraiment un côté très élégant, un peu opportuniste, c'est ce que je disais en début de cette section, parce que il y a des moments, on veut juste bloquer un adversaire, on veut juste choper une petite ressource. Ça paraît un peu gagne-petit, sauf que la vie, c'est aussi se créer ces petites opportunités qui vont nous permettre d'avoir l'avantage après. Et il y a des moments où on va faire quelque chose pour vraiment l'avenir très tard. Et je trouve ça assez chouette d'avoir ce côté projection dans la vie. Pour moi, ça marche plutôt bien. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu élégant, bien édité, exigeant, et qui peut bien faire couiner quand même pour les premières parties, voire les autres aussi, parce que des fois le sort s'acharne sans qu'on le veuille, mais que t'as pris le risque et tu t'es puni. Donc ça peut apporter des moments aussi difficiles. Je vous invite aussi à aller voir le DLV dans lequel on en parle. Mais ça reste un jeu satisfaisant qui est quand même très bien fait. Et donc c'est un jeu de Kohota Yamada, illustré par David Sidbon. Chez Story War French. Exactement. Et bien on a fini. On a fini, j'ai perdu. Donc félicitations pour ces 3 jeux experts que tu as bien pronostiqués. Moi j'ai tenté une petite sortie de route avec mon match, malheureusement ça n'a pas payé. Mais ça me laisse quand même largement vainqueur de cette pronostic où je finis à 8 pronostics sur 12, comme l'an passé. Là où tu chutes lourdement en finissant à 6. On n'a pas si on a dit quelle était l'Asdor qu'on pronostiquait. C'est Dune. C'est Dune. Pour tous les deux, on est sur Dune. Il n'y a pas de souci. Eh ben c'était chouette. C'était chouette. Je vais partir en retraite pour digérer cette non-sélection de Welcome to the Moon. Et moi, des jeux de mots. Et toi, des jeux de mots. Donc, on a tous les deux nos petits griefs en disant, quand même, c'est pas possible, ça c'était quand même génial. Mais ça fait partie d'Asdor. On est notre propre public, on a nos propres coups de cœur. Des fois, on sélectionne parce qu'on trouve ça pertinent, des fois, on sélectionne parce qu'on adore. Le jury de l'Asdor, c'est quand même 9 personnes qui ont des profils complètement différents, du boutiquier au barrageux, aux médias et compagnie. Ils font un travail énorme pour nous faire une sélection quand même drastique pour ces Asdor. On les en remercie au passage, parce que de se taper des centaines de jeux toutes les années pour voir tout ce qui est sorti, pour rien rater, pour aller chercher les Djeko sous les cartons comme ça, pas les voir venir et non pas se fier juste
à ceux qui buzzent le plus. Ça, c'est aussi leur travail, c'est ce qu'ils font bien, c'est ce qu'on apprécie. Merci à eux. Et moi, je suis tout bouleversé. J'adore quand même cette petite vidéo de surprise où on découvre en même temps que vous. On a nos pronostics, mais le pronostic, c'est juste histoire d'avoir une bataille. On est content de découvrir en même temps ces jeux, ces sélections. On va se retrouver au FIGE. On se retrouve au FIGE. Au Festival international des jeux de Cannes, du 25 au 27 février. Le gagnant, enfin pour chaque catégorie, les lauréats de chaque catégorie seront annoncés à ce moment-là. Nous, on le sait pas encore. On a hâte de voir qui va gagner. Donc, on vous donne rendez-vous là-bas, bien entendu. On essaiera de vous commenter la cérémonie en live, comme on essaye toutes les années. Dans tous les cas, on vous fera des retours par rapport à ce qui se passe sur place. On fera des retours par rapport à ce qui se passe sur place, effectivement. D'ici là, on vous laisse avec des lieux de chrono tous les jours, des DLV assez souvent et des articles sur le site tout le temps. Et on se dit rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine découverte des As d'or. Ouais. Allez, ciao. Salut.